Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres que la rédaction a choisis pour vous informer ce soir. À quelques heures de l'arrivée du Premier ministre, c'est au complet que le gouvernement l'accueillera. Élu président du 15e gouvernement, Philippe Germain a bénéficié des voix de la plateforme et des indépendantistes. C'est son 3e mandat. Pas d'arrangement, seulement une volonté de sortir de la crise politique. Nous l'écouterons dans ce journal. Et le Premier ministre Édouard Philippe arrive au pays ce soir. Si demain sa journée débutera à la place Bir Hakeim dans le sud, elle se poursuivra dans les autres provinces avec des rencontres politiques ponctuées de recueillement auprès des temples de Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou et Kalipo Wabet. Travailler la terre pour cultiver les légumes et les vendre, un objectif que Marie-Renée Sans-Abri va réaliser aujourd'hui. Une occasion de se responsabiliser. C'est la suite et la fin de notre feuilleton de la semaine avec Makadak Partage. Situation débloquée au gouvernement aujourd'hui. Philippe Germain, de nouveau élu président du gouvernement. Cela a été possible avec les voix de la plateforme et des indépendantistes. La plateforme, l'UCF-LNKS et l'UNI ont déclaré dans un communiqué commun, je cite, « en vue de garantir le bon fonctionnement des institutions d'une part et de concourir à la stabilité économique et sociale du pays d'autre part ». Les groupes politiques du Congrès signataires de ce communiqué décident de mettre fin à la crise politique du gouvernement. Le récit de cette élection avec Lindsay Wamo. Le bras de fer loyaliste entre l'intergroupe et le parti Les Républicains calédoniens prend fin avec l'intervention des partis indépendantistes. L'UNI et l'UCF-LNKS et nationalistes donnent finalement leurs 5 voix aux candidats sortants. Philippe Germain est donc réélu avec 10 voix sur 11. Le gouvernement, et c'est l'essentiel, a retrouvé ses capacités. Il va pouvoir reprendre le chemin des réformes, bien sûr, envoyer des signaux positifs pour la confiance économique et sociale. C'est bien sûr régler les questions financières et budgétaires des collectivités et reprendre les réformes. Nous avons devant nous l'équilibre des comptes sociaux et notamment le RUAM. C'est également de finaliser et de faire adopter par le Congrès le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance, etc. Donc on a beaucoup de travail. La voix manquante, c'est celle de Christopher Gigès, du parti Les Républicains calédoniens. Avant aujourd'hui, des réunions ont eu lieu entre l'intergroupe et les indépendantistes. Et les Républicains calédoniens n'en faisaient pas partie. Ce qu'on constate, c'est que les membres de la plateforme ont préféré faire le choix d'un nouvel accord dans le dos des Calédoniens et de nouvelles concessions aux indépendantistes, alors qu'ils avaient la possibilité de discuter avec une autre formation politique, les Républicains calédoniens. Ils ont préféré nous exclure. C'est regrettable à 1 an de la sortie de l'accord de Nouméa. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a à peu près quelques semaines de ça, Paul Niaoutine a annoncé qu'il débloquerait le gouvernement s'il y avait des avancées majeures sur l'indépendance association. Philippe Gomès a annoncé il y a quelques jours qu'il était d'accord pour que la Nouvelle-Calédonie soit associée aux compétences régaliennes. Aujourd'hui, le gouvernement est débloqué. Chacun connaît le prix de cette réélection. Est-ce que des concessions ont été faites? Selon Philippe Germain et Jean-Louis Dangleberne du parti UCF-LNKS et nationaliste, il n'en est rien. Il n'y a pas eu d'engagement. On a simplement mis un gouvernement en place pour instaurer une stabilité institutionnelle et avoir à régler des problèmes urgents tels que le budget, les comptes sociaux et les problématiques de jeunesse et d'insertion. On ne peut pas mettre de côté tous ces problèmes pendant plus que... je pense que ça a assez duré. Philippe Germain, avec son 3e mandat, devient président du 15e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Comme vous l'avez entendu dans ce reportage, c'est la volonté de sortir de la crise qui a poussé les élus à débloquer cette situation qui dure plus de 100 jours. Il n'y a pas d'arrangement, comme le dit Philippe Germain, juste après son élection, une interview réalisée à la mi-journée. Vous savez, dans la période dans laquelle on vit, à quelques mois du référendum de 2018, c'est une bonne chose que les forces indépendantistes et non indépendantistes se retrouvent pour organiser la stabilité des institutions et surtout pour qu'elles puissent engager le dialogue pour préparer cette échéance de 2018 dans les meilleures conditions. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu des rencontres quand même.
Oui, bien sûr, il y a eu des rencontres sur les bases que je viens de vous indiquer. Les indépendantistes avaient fait savoir qu'ils ne participeraient pas à l'élection du gouvernement tant qu'ils ne sauraient pas quelle était la ligne politique de la plateforme. Ils l'ont découverte lors du comité des signataires. Nous avons pu trouver des accords sur la liste électorale référendaire. Nous avons renouvelé cet accord au Congrès. Et donc, les conditions sont maintenant réunies pour que, ensemble, indépendantistes et non indépendantistes, nous faisions fonctionner le gouvernement, retrouver l'esprit de collégialité de l'accord de Nouméa, et c'est une bonne chose à moins de 12 mois du référendum de 2018. Alors avant cela, vous avez eu des réunions avec les indépendantistes. À chaque fois, les républicains calédoniens ont été écartés. Pourquoi ? Écoutez, ils se sont exclus eux-mêmes parce que, profitant de cette situation où justement les indépendantistes avaient indiqué qu'ils ne participeraient pas au départ à l'élection du président, considérant que nous seuls, nous étions majoritaires, les républicains calédoniens, le groupe de M. Martin et de Mme Baquès, ont profité de cette situation pour faire un chantage aux institutions et donc organiser le blocage des institutions. Donc on ne peut pas être dans le blocage des institutions et en même temps être dans le consensus pour faire fonctionner correctement les institutions et préparer de manière apaisée la sortie de l'accord de Nouméa. Alors dans ce communiqué commun, vous avez déclaré c'est pour débloquer la situation actuelle. Ce soir, le Premier ministre arrive au pays. On peut se demander que ce n'est pas plutôt par rapport à son arrivée que vous avez trouvé un compromis ? Non, écoutez, c'est ce que je disais, l'esprit, le nouvel esprit qui souffle entre les partenaires politiques calédoniens, c'est depuis le dernier comité des signataires, certes sous l'égide du Premier ministre qui a été renouvelé à Nouméa, donc le temps était venu, puisque tout le monde avait retrouvé les chemins du dialogue, d'assurer la stabilité des institutions. C'est important pour les Calédoniens. Aujourd'hui, nous allons pouvoir reprendre le travail, c'est-à-dire régler les premières urgences, qui sont bien sûr les questions budgétaires qui handicapent les collectivités, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. C'est également reprendre le versement des subventions aux Calédoniens, aux associations. Et puis, c'est surtout reprendre les réformes. Nous avons beaucoup de travail. C'est bien entendu... Donc, ce sera votre priorité maintenant que vous êtes élu. Excusez-moi, oui, c'est d'abord reprendre donc le chemin des réformes, envoyer des signaux positifs aux acteurs économiques, mais c'est également s'occuper du RUAM, c'est travailler et finaliser le plan de prévention de la délinquance. Vous voyez, on a beaucoup de dossiers à finaliser et rapidement, si possible. Voilà, vous l'avez bien compris, le Premier ministre Édouard Philippe sera reçu par Philippe Germain, fraîchement élu. Édouard Philippe débarque ce soir au pays. Il débutera sa journée demain à la place Bir Hakeim. La suite de son programme avec Anissa Toussi et Prosper Poigou. Samedi 2 décembre, dès 8h15 du matin, Édouard Philippe se rendra place Bir Hakeim pour assister à une cérémonie d'honneur militaire. Une heure après, il rencontrera le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et discutera ensuite avec les élus de la province sud, puis la maire de Nouméa. À midi, il désignera des ambassadeurs de la citoyenneté en présence de Teddy Riner au Haut-Commissariat. À 14h, un point sera fait sur le groupe de travail mis en place par le comité des signataires. Il se recueillera sur la tombe de Jacques Lafleur à 16h40 et enchaînera avec une visite du centre culturel Tjibaou pour terminer la journée. Dimanche, le Premier ministre se déplacera à Lifou. Une coutume sera faite à la chefferie de Natalo et à 10h, il rencontrera les élus de la province des îles. Il inaugurera dans la foulée la station photovoltaïque de Hapecha, puis s'envolera pour Tiga pour se recueillir sur la tombe du tirailleur Kalepo Wabet. Le lundi, en début de matinée, Édouard Philippe sera à la tribu de Tiendanit, où il fera une coutume, puis il ira se recueillir sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou et des victimes de l'embuscade de Wagnat. Ensuite, direction Koné, où il sera accueilli par le président Paul Niaoutine et les élus de la province Nord. Vers 11h15, il procédera au lancement du projet de l'antenne nord de l'Université de Nouvelle-Calédonie et inaugurera le centre de secours Koné-Pointe-Bout. Dans l'après-midi, il assistera à une cérémonie d'honneur militaire au SMA de Koumak et continuera par la visite du centre minier de Tiebagi et de l'usine KNS de Vavuto. Mardi matin, Édouard Philippe visitera le pôle élevage de la Chambre d'agriculture de Nessadiou.
Dans l'après-midi, il inaugurera le lycée du Mont-d'Or et en profitera pour rencontrer les élèves. Il terminera sa visite officielle avec une cérémonie de remise de décoration au maire du Mont-d'Or, Éric Gué. Voilà, comme moi, vous avez suivi le programme. Le chef du gouvernement français se rendra à la caserne des pompiers dans leurs nouveaux locaux. Les pompiers occupent un espace de 1000 mètres carrés au lieu de 200 mètres carrés de l'ancienne caserne. Visite guidée avec Vanessa Kili. Donc là, on a notre camion, notre CCR 4000 pour les feux urbains, mais également les feux de brousse. On appuie sur les feux de brousse. Dans cette zone d'intervention, on trouve aussi 2 camions-citernes feux de forêt légers avec des cuves de 600 litres, une remorque de désincarcération, un canot pour les sauvetages lors des inondations et un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Cet équipement pour 25 sapeurs-pompiers. En permanence à la caserne, il y a toujours 6 pompiers. Donc c'est très lourd pour eux, en temps de travail, parce que l'équipe qui commence lundi, elle fait 48 heures, elle fait lundi jusqu'à mercredi matin 8 heures. Elle revient vendredi matin à 8 heures pour terminer lundi matin à 8 heures, soit 72 heures de garde. L'avantage de cette nouvelle caserne, c'est qu'il y a plus d'espace de vie. Des chambres pour le personnel d'astreinte, des bureaux plus gros pour l'administration et un bureau isolé pour la personne qui décroche quand vous appelez le 18. Et enfin, cerise sur le gâteau, un parcours sportif à l'extérieur. Quand on est arrivé ici, c'est sûr que pour les sapeurs-pompiers, c'était autre chose. Là, c'était une véritable caserne. Voilà. Donc ils ont mis plusieurs semaines, plus d'1 mois, 2 mois, avant de s'adapter aux nouvelles conditions de vie, à cet nouvel espace. Voilà. Parce qu'il fallait aussi réorganiser le travail. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, même si on avait le sourire pour eux, même s'ils avaient le sourire, ils étaient heureux, ça n'a pas été facile. Voilà. Et maintenant, ils se sont appropriés complètement les locaux. Ça fait maintenant 6 mois qu'ils sont installés ici. Lundi aura lieu l'inauguration de la caserne lors de la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Conséquence de l'arrivée du Premier ministre, la marche citoyenne organisée mardi prochain contre la pollution qui touche le pays. Elle a été reportée à une journée. On écoute la déception de l'organisateur Meve Hauches. La réaction première, en fait, d'avoir annulé la marche, c'est une réaction d'abord de déception. Cette marche, c'est tout simplement pour dénoncer l'incident écologique qui a été constaté en premier lieu sur les îles, mais maintenant ça a touché la côte est, donc c'est quelque chose qui concerne le pays maintenant. Donc je lance l'appel à tous les Calédoniens, tous les Calédoniennes, à tous les amoureux de la mer, tous ceux qui font, à tous les amoureux de la glisse, le kitesurf, le windsurf, voilà, donc, et aussi pour les coups de pêche, c'est surtout aussi pour les familles qui vivent de la pêche, c'est aussi pour ça. Donc, on a été très choqués en fait des premières images qui ont été mises sur les réseaux sociaux, notamment par ceux de la famille sur les îles, au niveau de la baie de Châteaubriand. Donc voilà, donc c'est une démarche en fait qui est tout simplement citoyenne. C'est pas une démarche quelconque, c'est pas une démarche politique, je précise bien. Ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de citoyen, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est naturel, c'est pour la nature, c'est pour tout le monde. Donc voilà, c'est pas quelque chose de politique. Donc je précise bien que c'est quelque chose de apolitique. Voilà, la marche a été reportée faute de sécurité disponible. Elle aura donc bien lieu mercredi prochain. Et on parle toujours pollution. À Lifou, les habitants demandent des dédommagements auprès de l'armateur. Lors de la réunion qui regroupait aujourd'hui la sécurité civile, la DAS, les autorités de l'île, l'armateur du K Trader et la société Socabis de dépollution. Objectif de cette rencontre, informer la population de dépolluer Lifou et rappeler les risques. Il a été rappelé que la baignade et toute activité nautique sont interdites et qu'il est interdit de consommer les produits de la mer. Des prélèvements de poissons morts et d'eau de mer sont en cours d'analyse. Je vous rappelle que la pollution a été constatée à Lifou, Maré, Ouvéa, Puebo, Tuo
Yaté et l'île des Pins. La pêche et les activités nautiques sont également interdites à Wailou, Pointe-Dimier et Ponéréouin, où ce matin des boulettes ont été encore retrouvées. L'objectif est de les ramasser. Une opération coordonnée par la sécurité civile. Attention, ne les touchez surtout pas. Appelez d'abord la gendarmerie. En bref, fraude fiscale, la gendarmerie a interpellé hier matin 4 personnes impliquées dans le blanchiment de fraude fiscale, exercice illégal de la profession de banquier, faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Ce quatuor appartenait à une même famille et profitait de la naïveté de la situation des clients et artisans dans le besoin qui s'adressait à eux. Ils seront présentés au juge d'instruction après 48 heures de garde à vue et placés sous contrôle judiciaire. Licenciement à l'Office municipal des sports de Koné. Le directeur et la secrétaire ont signé les papiers de licenciement aujourd'hui qui prendront effet le 31 décembre. Une situation qui inquiète à la veille de la réception de la Coupe Yéwéné qui doit se dérouler en janvier dans cette même infrastructure. Écoutons Jean-Marc Ounémois, le président de l'OMS. Le licenciement survient parce qu'on arrive à cette fin d'année où au niveau financement on est dans le rouge. On a tout mis dans ce document qu'on a remis à la province et à la mairie pour que tout le monde soit au courant. Ça va faire plus de 2 à 3 ans qu'on essaie déjà de les alerter qu'on ne va pas rester sur notre fonds de roulement qu'on avait, sur nos fonds propres. On a épuisé notre fonds de roulement et on ne voit rien venir vers nous. L'OMS ici, c'est 2 employés, mais derrière, on a plein d'intervenants qui viennent. On a une société de gardiennage, on a une société pour la pelouse, on a nos animateurs de proximité pour les jeux intertribus, intercommunaux, on a une femme de ménage. Et tous ces gens-là, ça va faire plus d'1 an maintenant qu'on a commencé à faire des découpes sur leur salaire, sur ce qu'on leur doit. On a commencé à faire des découpes. Mais arrivé un moment, voilà, il faut dire stop parce qu'il faut qu'ils vivent quand même. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille. C'est la solution qu'on voit nous au niveau du bureau, fermer l'OMS et licencier ces 2 personnes qu'on a à charge. Voilà, contacter la province Nord n'a pas donné suite à nos sollicitations. 263 Calédoniens sont séropositifs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sida. Une occasion de penser à ceux qui nous ont quittés et de sensibiliser le public à la pandémie du virus et de promouvoir le dépistage du VIH-Sida. Suite et fin de notre feuilleton consacré à Macadam Partage. Aujourd'hui, nous nous rendons à Tindu, quartier de Nouméa, accompagné Marie-Renée, sans-abri dans les jardins bio et solidaires. Reportage préparé par Mathieu Le Barbier. Allez, jardinier! Attends, il faut y aller! Moïse! On y va! Allez, les jardiniers! Ça, c'est des radis du jour. Ça, c'est betterave et carottes. Donc, je te laisse après sur ce bout-là. Merci. Ici, on a sur les tôles. Vous voyez les tôles là? Ça qu'on a besoin, c'est des fûts pour récupérer l'eau. Cette requête, on avait fait à la mairie, mais la mairie nous a pas. On n'a pas de nouvelles. Alors quand il n'y a pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. Et pour arroser eux, c'est là, on attend de faire un travail que Joseph il nous apprend là. La butte permanente. Et butte permanente, c'est voilà le travail de butte permanente. Et ça, c'est Joseph qui a mis au point ce système. On est arrivé à une facture qui s'est élevée
400 000 balles où l'association ne peut plus soutenir ce genre de dépenses. Donc du coup, on a coupé l'eau et là, on fait avec. Et on s'est tourné vers les buts permanents parce que ça répond un peu au manque d'eau. C'est-à-dire c'est une façon de cultiver avec moins d'eau. On a juste à faire le trou comme ça. Et puis là, on va arroser. Et tout l'eau va rester. Pour qu'ils vont gagner un peu d'argent, ils font des petits paniers. On appelle ça des kebois. Chez nous, on appelle ça les kebois. Ils font des petits paniers. Il y a tous les légumes dedans et ils vendent ça à 2500. Il y avait des radis, il y avait de la salade, il y avait des chouchines, il y avait des oignons verts, du persil. Il y a eu de tout, des carottes, enfin tout. Dans chaque panier, c'était pour 2500. Mes camarades là, c'est des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas été à l'école, qui sont échoués. Et puis que c'est pas des feignants. Eux, ils n'ont pas peur du travail, parce que moi, je suis avec eux. Et je vois qu'est-ce qu'ils font. Il ne faut pas dire qu'ils dorment, qu'ils ceci, cela, parce que c'est pas vrai. On n'est pas des feignants. Moi, je les courtois. Il faut que les personnes qui disent qu'on est des feignants, qui viennent nous connaître d'abord, avant de parler. Parce que ça ne sert à rien de parler bêtement quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas la vérité, c'est que tout le monde ici sont en difficulté. On ne veut pas de nous, les clochards. Parce que l'autre, il dit ça, ceci, cela, des coups de gueule. Mais avant de connaître quelqu'un, avant de parler de quelqu'un, il faut venir connaître la personne avant de parler. Comme tu as dit, plantez bien au milieu. Moi, carte blanche. Pose-toi dessus et vas-y. Ouais. Ok, chef. C'est des gens qui viennent de la rue, qui sont très éloignés de l'emploi. Que j'ai déjà dit tout à l'heure que ça fait déjà des années qu'ils galèrent dans la rue. Et dans les jardins, c'est pour pouvoir se reconstruire. Prendre des marques pour mieux rebondir sur le monde du travail. Je veux dire par là que chacun de ces individus a un parcours spécifique, des accidents de la vie et se sont retrouvés à un moment donné dans la rue. L'association les a récupérés et moi je suis ces gens-là pour pouvoir repartir dans le monde associatif. Et Jamie Waymo recevra Préchal, un sans-abri intervenant de Slam à Macadam Partage. Ils reviendront ensemble dans notre émission Bienvenue dans la bande sur le feuilleton de la semaine. Et aujourd'hui, 1er décembre, pour les friands de crabes, de palétuviers, eh bien la pêche ferme. Il sera interdit durant 2 mois de vendre, de transporter, d'acheter, de commercialiser ou encore de consommer du crabe. Les commerces ou restaurants qui stockeraient et serviraient du crabe à cette période s'exposent également à une sanction pouvant atteindre plus de 2 millions de francs CFP. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur Calédonia.